Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Au Bénin, l'ex-président Thomas Boni Yayi adresse une lettre au chef d'État de la CEDEAO. Dans ce message, l'ancien chef de l'État lance un appel au secours pour sa sécurité et demande de ne pas abandonner le Bénin. Entre 614 milliards et 638 milliards de dollars, c'est le montant des besoins de financement du continent sur la période 2015-2030. Malgré une forte croissance économique, l'Afrique a d'importants besoins financiers et devra accroître ses investissements. Et puis 250 millions de dollars en faveur du Kenya, un prêt approuvé par la Banque mondiale. Il est destiné au financement de projets de logements sociaux. 132 000 nouveaux emplois pourraient ainsi être créés dans le pays. Il appelle au secours pour sa sécurité et pour le Bénin. L'ex-président Thomas Boni Yayi adresse une lettre au chef d'État de la CEDEAO. Dans ce message, il a rappelé l'historique de ce processus électoral des élections législatives, l'exclusion totale des partis de l'opposition, notamment depuis les événements des 1er et 2 mai. L'ancien chef d'État béninois ne serait pas sorti de chez lui selon ses proches. On fait le point avec Solène Duplessis. Depuis les violences post-électorales des 1er et 2 mai derniers, la situation reste tendue au Bénin. Des affrontements ont éclaté entre manifestants et les forces de l'ordre, présents massivement autour du domicile de l'ancien chef d'État, Thomas Boni Yayi, qui dénonce un état de siège. Dans une lettre adressée aux présidents sénégalais et nigérians, Macky Sall et Muhammadu Buhari, Boni Yayi dénonce les violences et le processus électoral et en appelle à l'implication de la CEDEAO en vue d'une décrispation. Il faut sincèrement que la communauté internationale se saisisse du dossier, préserve la vie des populations civiles qui ont toujours le droit de manifester pacifiquement, mais aussi garantisse la sécurité des membres de l'opposition, y compris celle du président Boni Yayi et de sa famille. La stabilité du Bénin impacte nécessairement sur la stabilité de la sous-région. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt de la communauté internationale et de la CEDEAO en particulier de se saisir de ce dossier. Les élections législatives du 28 avril se sont soldées par des violences post-électorales inédites dans le pays qui ont fait, selon l'opposition, 9 morts et plusieurs blessés. Des élections dont était exclue l'opposition. Après avoir appelé au boycott du scrutin, les 2 anciens présidents, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, avaient lancé un ultimatum de 48 heures au pouvoir pour annuler ces législatives au profit d'élections inclusives. Une requête de l'opposition rejeté par le gouvernement. Il est apparu clairement que les 2 chefs d'État, anciens chefs d'État, avaient un contentieux particulier, personnel, familial ou autre, avec l'actuel chef de l'État et donc poursuivaient des objectifs qui n'avaient rien à voir avec les élections. Malgré les contestations, la Cour constitutionnelle béninoise a validé le 2 mai les résultats des élections législatives controversées. 2 coalitions proches du pouvoir, l'Union progressiste et le Bloc républicain, pourront donc siéger au Parlement à partir du 15 mai. Toutefois, le taux de participation, seul véritable enjeu du scrutin, se situe à 27,12% selon les résultats définitifs proclamés par la haute juridiction. Un taux historiquement bas. Irrécevable, c'est le verdict qu'a rendu le tribunal de première instance de Libreville au Gabon concernant la requête introduite par appel à agir. Le collectif demandait une expertise médicale du président Ali Bongo Ondimba, un examen qui, selon les membres de la société civile, devait mettre fin au débat sur la capacité du chef de l'État à diriger le pays après son AVC. Nélé Claude Bessa et Siam Le Victoria Seti. Au Gabon, le tribunal de première instance de Libreville a jugé irrecevable la requête du mouvement citoyen dénommé Appel à agir. Le 28 mars 2019, le mouvement citoyen avait saisi la justice pour réclamer la mise en place d'une commission médicale devant déterminer la capacité du président Ali Bongo Ondimba à exercer pleinement ses fonctions. Selon ce mouvement, le chef de l'État ne serait plus capable de diriger le Gabon suite aux conséquences de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 24 octobre 2018. Nous avons vu M. Ali Bongo qui rentre au pays et qui ne présentait pas les garanties d'une santé capable de lui permettre de poursuivre son activité. C'est pour ça que nous avons lancé l'appel à agir, parce que la question que nous nous sommes posée était de savoir qui gouvernait le Gabon pendant qu'Ali Bongo était dans cet état. Qui gouverne ? Le tribunal de première instance affirme que les requérants qui ont formulé cette requête n'ont pas qualité pour agir. Le gouvernement ou à défaut les 2 membres du Parlement peuvent saisir la Cour constitutionnelle
en vue de constater la vacance de la présidence de la République ou l'empêchement définitif de son titulaire. Pour l'opposition, cette décision de la justice vient renforcer le doute sur la capacité du président à diriger le pays. Le tribunal vient de prouver que le fait de ne pas avoir toute la transparence autour de la santé de Ali Bongo, que nous avons parfaitement raison de l'indisponibilité d'Ali Bongo. Parce que pour taire cette rumeur, il fallait que cette commission médicale soit mise en place pour aller examiner l'état de santé d'Ali Bongo. Soulignons que la requête d'expertise médicale pour le président gabonais Ali Bongo Ondimba par le collectif constitué de 10 personnalités de l'opposition et de la société civile intervient quelques mois après le retour au Gabon le 23 mars 2019 du chef de l'État de convalescence au Maroc. La croissance économique africaine connaît une des meilleures périodes de l'histoire du continent, de 3,4% en 2017. Elle devrait revenir à 3,4% cette année, puis à 3,7% en 2020. Cependant, cette croissance restera insuffisante tout le temps que les États ne parviendront pas à dégager davantage de recettes publiques. Les précisions de Siam Le Victor Assedji, commentées par Marcel Farba-Maroun. Pour combler son déficit de financement, l'Afrique devra mobiliser 11% par an de son produit intérieur brut sur les 10 années à venir. En effet, les recettes publiques sont encore largement insuffisantes. Le ratio recettes publiques produit intérieur brut du continent se chiffrait en moyenne à 24,5% sur la période 2000-2018. Les dépenses publiques des États du continent sont à 28,3% en 2018, selon la Commission économique pour l'Afrique. Par rapport à l'atteinte des objectifs du développement durable, il faudrait peut-être trouver un prélèvement au profit des populations pour qu'on puisse adresser les objectifs de développement durable. La Commission économique pour l'Afrique préconise que pour augmenter leurs recettes fiscales de 3% du PIB, les États africains devraient adopter une meilleure gouvernance fiscale. Celle-ci passera par la lutte contre la corruption et le renforcement du principe de responsabilité, ce qui permettra au continent de mobiliser 72 milliards de dollars en moyenne par an, soit environ un tiers des 230 milliards de dollars qui manquent pour atteindre les objectifs de développement durable et réaliser les aspirations de l'agenda 2063 en Afrique. Il y a des pans entiers de l'économie qui échappent aux impôts, tels que le secteur dit informel. Donc il faudrait aussi moderniser les codes des impôts, comme le Sénégal l'a fait récemment. Et aussi, il faut davantage digitaliser les services fiscaux pour encore toucher le plus de contribuables. La Commission économique pour l'Afrique recommande la mise en place de systèmes de gestion électronique, de déclaration de revenus et de paiement des impôts pour pallier le problème. En outre, il est nécessaire d'accentuer les recettes non fiscales et d'améliorer les impositions des grandes entreprises qui contribuent encore peu au financement des économies africaines. La Banque mondiale a approuvé un prêt de 250 millions de dollars en faveur du Kenya, un financement intervenant au moment où le pays est confronté à des problèmes de logement. Cette somme pourrait donc aider le pays à promouvoir des logements décents et abordables et la création de 132 000 nouveaux emplois dans le pays. Nelly Claude Bessia, Siam Le Victor Assedji. Le gouvernement kényan a bénéficié de 250 millions de dollars de la Banque mondiale. L'investissement octroyé est constitué sous forme de prêts destinés au logement abordable pour les plus nécessiteux. Selon des observateurs, ce fonds devrait fournir un avantage positif au projet de logement à moindre coût mis en place par l'exécutif. Ce programme s'inscrit dans le cadre du Big Four avec donc la possibilité des ajustements, des recadrages et surtout la possibilité pour ceux qui veulent accéder à ces logements de pouvoir donc payer selon des mensualités et un rythme qui conviendra à leurs revenus. Cet apport de la Banque mondiale va être extrêmement significatif en termes de ciblage de l'aide et de la contribution pour qu'il y ait une réponse appropriée à la demande sociale. Le projet qui sera mis en œuvre par le biais de la Kenya Mortgage Refinance Corporation aidera le ministère des Terres et de la Planification physique à améliorer l'enregistrement des propriétés et à remédier aux contraintes structurelles du système de gestion des terres au Kenya. Nous pensons que le secteur privé dynamique du Kenya offre une excellente occasion de rassembler des compétences et des ressources privées pour atteindre les 4 grands objectifs du pays en matière de logement abordable et conformément au programme du groupe de la Banque mondiale visant à maximiser le financement pour le développement. Les ménages classés dans la catégorie des crédits hypothécaires et les catégories à faible coût
pourront en bénéficier. Au Kenya, le projet d'investissement dans le logement abordable aura un effet multiplicateur sur l'économie au regard du nombre de secteurs liés, ce qui pourrait créer 132 000 nouveaux emplois dans le pays. Dans le reste de l'actualité, la rumba congolaise a fait ses adieux ce 5 mai à Lutumba Simaro. Ce guitariste, auteur, compositeur de plusieurs tubes à succès est décédé le 30 mars dernier à l'âge de 81 ans. Le président Félix Tshisekedi et plusieurs personnalités ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. C'est un monument de la rumba congolaise qui a été enterré ce dimanche 5 mai à Kinshasa. Lutumba Ndomanueno, appelé poète par la sagesse exprimée à travers ses innombrables chansons, ce guitariste, auteur-compositeur, a reçu les hommages dignes de sa grandeur. Des obsèques en présence de plusieurs personnalités du pays, dont le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous a légué une œuvre intemporelle et intarissable, même plein de sagesse, et à travers lesquels on peut retrouver plusieurs thématiques. Et ainsi donc, on peut dire que Lutumba Simaro continue à survivre. Durant de Franco Luambo Makiadi, de Rochero Taboulei, Lutumba a hérité de son compagnon Franco l'orchestre tout-puissant Oke Jazz avant de l'abandonner et créer son propre groupe Bana Oke. Auteur de plusieurs tubes à succès, dont Mabele, Maya, Testament, Eau bénite, c'est un répertoire varié et riche, illustrant la valeur de la rumba congolaise qui constitue l'héritage de cet artiste. Lutumba Ndomanueno a été pour beaucoup pour le progrès de la musique congolaise moderne. Il s'est révélé comme un grand peintre de la société. En mars 2018, alors qu'il totalisait 80 ans et pris par le poids d'âge, Lutumba Simaro Massia a fait ses adieux à la musique après 63 ans d'une carrière exceptionnelle. Décédé le 30 mars à Paris à l'âge de 81 ans, c'est donc une bibliothèque de la culture congolaise qui s'est écroulée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.